Fidèles téléspectateurs des BMT Télévision, bienvenue de partout où vous nous suivez. C'est votre chaîne BMT Télévision. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne BMT Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la révision de la Constitution. On va parler également du 19e sommet de la francophonie, dialogue de l'opposition. Et parce qu'il faut quand même les dire, ces débats de la révision constitutionnelle refait surface justement parce que Augustin Kabouya, qui est honorable député et aussi secrétaire général de l'UDPS, en a fait mention lors de son meeting populaire. Il a dit clairement qu'il faudrait faire table rase de ces constitutions qu'il qualifie, lui, de la constitution des étrangers. Alors pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Maître Bamanaï Diké, qui est membre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Marlène, bonjour à toute votre chaîne et surtout à l'équipe technique qui vous accompagne. Et félicitations aussi pour votre chaîne et surtout avec un plateau quand même digne de son nom. Merci. Et ça, vous avez mes félicitations. Je profite de l'occasion pour saluer la population congolaise dans son ensemble et plus singulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo qui, alors que nous sommes en train de passer cette émission avec vous, est en train de croupir sous le bal provenant de cette agression barbare nous imposée par un État voisin, malheureusement dirigé par un président voyou. Je leur dis que malgré toutes ces tracasseries, la fin du règne de Kagame s'approche et que cette partie recouvrera sa liberté. J'en profite aussi pour saluer le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui ne cesse de conjuguer des efforts dans tout ce qu'il fait, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire. Et pour chuter, je salue mon épouse et ma fille et je vous remercie pour l'invitation. Merci également vous, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, déjà, on va parler de la révision de la Constitution, telle que je l'ai dit tout au début. Augustin Kabouya a fait en sorte que les débats puissent refaire surface justement pour parler de la révision de la Constitution. Est-ce que c'est opportun qu'aujourd'hui, qu'on parle de la révision de la Constitution avec tout ce que traverse notre pays, la crise des guerres à l'est du pays, et justement, il y a aussi des déboulements, des érosions. Je vais quand même vous citer, il y a des déboulements d'érosion par là qui détruisent les infrastructures, des embarcations qui chavirent. Alors, en quelques mots, comment appréciez-vous d'abord, la première question, comment appréciez-vous la situation sociale en République démocratique du Congo ? Bon, je pense qu'ici, je parle en congolais. La situation sociale en République démocratique du Congo n'est pas bonne. Mais ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, ou ce n'est pas non plus parce que ceux qui sont au pouvoir l'ont voulu. Nous sommes passés par plusieurs situations et on continue même à les traverser. Et ici, il faut retenir qu'il faut noter que le pays est en train de traverser une situation qui a perduré depuis 30 ans, et cela ne date pas de l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, mais c'est une situation qu'il a trouvée et qu'aujourd'hui, il est en train de déployer tout son savoir et pour obtenir, arriver ou amener l'agresseur rwandais qui est dans notre pays ou bien qui est sur notre sol depuis près de 3 décennies, je dirais même 3 décennies déjà, puisque c'est depuis 1994 que le Rwanda nous a envahis et depuis lors, la partie orientale de la République démocratique du Congo a connu ou bien connaît cette instabilité. La faute, c'est quoi? C'est notre hospitalité qu'on a témoignée et à l'endroit du peuple d'un pays en détresse, malheureusement. Nous avons reçu de loups déguisés en agneaux. Alors, on a reçu de loups déguisés en agneaux. Vous nous avez succinctement quand même parlé de la situation sociale du pays. Mais est-ce qu'il y a lieu vraiment, en ce moment, de parler de la révision de la Constitution? Oui, madame. Je pense que la révision constitutionnelle
n'est pas une invention de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore moins d'Augustin Kabouya. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, puisqu'elle trouve son fondement dans la Constitution de la République démocratique du Congo, laquelle Constitution a été adoptée le 18 février 2006 et révisée le 11, en 2011, voulais-je dire. Il y a eu quelques dispositions de cette Constitution qui avaient été modifiées. Alors, cette Constitution, étant une œuvre humaine, n'est pas totalement parfaite. Mais la vision ou la visée même d'une Constitution, elle se veut pérenne. Voilà pourquoi, si vous vous mettez à lire la Constitution de la République démocratique du Congo, vous verrez qu'elle prévoit quelque part le mécanisme de sa révision, mais elle ne prévoit pas le mécanisme de son changement. Vous comprenez? Alors je ne dois pas ici, moi, me transporter sur votre plateau pour venir raconter des inepties. Et le mécanisme de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo sont prévus dans certaines dispositions, notamment l'article 218 de la Constitution et suivante. Mais ici, comme vous venez de poser la question de savoir s'il était important de changer la Constitution, oui. La Constitution, de réviser la Constitution, pardon, je ne veux pas tomber dans ce piège-là, de réviser la Constitution, oui. Ou c'est l'intention déjà? Non. Changer la Constitution aujourd'hui, nous tomberons dans ce qu'on appelle la violation même de la dite Constitution. Mais la Constitution peut subir des révisions, voulais-je dire, qui peuvent s'apparenter même à un changement déguisé. Vous comprenez? Donc, lorsque certaines dispositions de la loi fondamentale que nous appelons la Constitution tombent en désuétude et ne sont plus adaptables à la vie sociale de la nation, en ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Elle consiste à revoir certaines dispositions qui posent problème. Aujourd'hui, les constituants a prévu cela. C'est ce que je venais de dire tantôt dans l'article 218. Et pour arriver à cela, l'initiative ne doit pas venir de tout le monde. Donc, voulais-je dire, pour y parvenir, l'initiative ne doit pas venir de tout le monde. Notamment, ce que nous venons de constater avec le secrétaire général de l'IDPS. Il n'avait pas qualité pour venir parler de ça précocement. Il y a la précocité. Mais je crois qu'il a réaffirmé ça tout haut. J'ai dit que c'était trop précoce, premièrement. Deuxièmement, je vais dire qu'il n'avait pas qualité pour en parler maintenant. Deuxièmement, c'était trop précoce pour lui. Pourquoi? Parce que lorsque je prends l'article 218 de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, il est dit dans le premier alinéa, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 2.1 au président de la République. 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Et 4e et dernier point, à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Donc, vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement de la République, vous avez soit l'une des chambres, puisque nous avons aujourd'hui notre Parlement est bicaméral. Ça peut être le Sénat que nous appelons
la Chambre haute, comme ça pouvait aussi être l'Assemblée nationale que nous appelons la Chambre basse. L'initiative pourra provenir. Ça peut provenir. Donc lui, il n'a pas qualité. Oui. Et si Kabouya, par exemple, qui est le secrétaire général de mon parti dont je suis membre de l'IDPS, voulait initier une telle démarche, donc là, il devrait aller au 4e point. Donc, il pouvait aider, donc il pouvait appeler une fraction de la population, réunissant 100 000 signatures par voie de pétition. Vous comprenez? Mais dès lors qu'il ne s'est pas livré à cet exercice-là, venir aborder cette question de la manière qu'il l'a abordée, ce n'est pas vraiment propre. Pourquoi? Parce que nous disons que l'IDPS, le parti au pouvoir, est constitué de beaucoup, ce qu'on appelle la crème intellectuelle. Et le secrétaire général, à qui je ne vais pas donner une leçon ici, mais je l'appelle seulement à beaucoup plus de souplesse, puisque lorsqu'il va sortir, il va faire une sortie médiatique, c'est mieux qu'il prenne soin de consulter son entourage. Je suis de l'IDPS, mais je ne suis pas l'entourage du secrétaire général. Et malheureusement, ce qu'il vient larguer ou bien dire à la place publique ne se limite pas qu'à la personne d'Augustin Kabouya, mais ça ternit par moments même l'image du parti présidentiel qui est l'IDPS, si vous voulez bien les partis au pouvoir. Est-ce que vous savez que votre parti a fait vent debout quand il s'agissait de la révision constitutionnelle en 2018? En 2018, la révision constitutionnelle telle qu'elle était en train d'abord de se présenter. Vous étiez contre? Donc, c'était un joueur qui était déjà hors jeu, qui voulait réviser la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit 2 mandats. Sous Kabila en 2018, est-ce que Kabila avait encore le mandat? Non. C'est quelqu'un qui avait fait le forcing. Vous vous souvenez des nombreux morts qu'on avait enregistrés en 2016, lorsque la population était sortie pour aller s'opposer à une disposition de la Constitution qu'on voulait revoir ou bien qu'on voulait réviser. Et c'était le Sénat, vous souvenez. Et Kengo, à l'époque, avait fait marche en arrière, mais cependant, il y avait eu beaucoup de morts. Mais aujourd'hui, conformément à l'article 69 de la Constitution, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas encore hors mandat. Alors que l'article 69 de la Constitution lui donne ce pouvoir, lui confère ce pouvoir, lui demande de faire ceci. Article 69 de la Constitution dit « Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. » Premier alinéa. Deuxième alinéa, il veille au respect de la Constitution. Donc, si troisième alinéa, je m'excuse. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Donc, je crois vous avoir donné l'économie ou lecture de l'article, l'économie de l'article 69 de la Constitution. Lorsque l'article... Ça veut dire quoi, maître? Parce qu'il faudrait quand même... Dans son alinéa 4, il dit « Il est le garant de l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ». Ça, je prends juste une petite partie de l'alinéa 4 de la présente, donc de cette disposition ici. Donc quand il est au pouvoir, aujourd'hui, oui, bien sûr, puisqu'il a un mandat légal. C'est un président légitime. C'est un président légal. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui a fait du forcing, ce n'est pas un putschiste qui est arrivé au pouvoir. Et ce faisant, aujourd'hui, lorsque nous voyons, il y a l'intégrité territoriale qui est menacée. Cependant, un Rwandais est sorti. Il a argué dans ce sens, disant que les Congolais, si vous ne voulez pas changer votre constitution ou au besoin, puisque lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entendait par changement, il voulait parler de la révision. Il a parlé de l'article
217 qui reprend une bêtise qui était contenue, si vous voulez bien, qui se trouvait dans les accords de l'Émirat. Et qu'est-ce que disait l'article 217 des accords de l'Émirat? Donc c'est la Constitution qui donne accès aux Rwandais de... Non, non, c'est parmi les dispositions de la Constitution. Lorsque nous prenons l'article 17, écoutez ce que l'article 17 de la Constitution dit. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Or, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train de diriger un État souverain. Parmi les éléments qui composent la souveraineté d'un pays, vous avez aussi sa terre, ses frontières. Aujourd'hui, que dans cet article, intentionnellement, puisque cette constitution, il faut qu'on se le dise, même si le secrétaire général dans la précipitation l'a dit, c'est une constitution des belligérants. Ce n'étaient pas les élus du peuple qui avaient rédigé cette constitution, puisque vous ne me direz pas qu'en 2003 ou en 2006, on avait un parlement. On n'avait pas un parlement, c'était des groupuscules des armées qui s'étaient déplacés. Lorsqu'il y a eu Sun City après, les gens se sont mis ensemble, on a enlevé les textes, on a aboli les textes de la transition qui était là et on a rédigé cette constitution. Et cette constitution a été rédigée par qui? Ce n'est ni toi, ni moi, ni le peuple, ni la population congolaise qui avait élu ceux qui avaient rédigé cette constitution. Bien qu'elle avait subi une modification au lieu d'une révision en 2011. Et de la manière que vous connaissez, une manière très cavalière. Révision, on aimerait bien comprendre ces deux mots plutôt, modification et la révision. Oui, la modification, c'est lorsque on se lève mutu proprio comme ça, on va parce qu'on a le pouvoir, on décide de changer sans pour autant passer ou, si vous voulez bien, consulter le souverain primaire. C'est lui qui est le détenteur du pouvoir de l'État. C'est lui qui est le pouvoir, c'est lui qui donne même le pouvoir. Ça a été fait. La manière que c'est Kabila qui a modifié. Mais cette modification était non, il l'a modifié. Si vous lisez, si nous lisons ici, si vous pouvez me permettre, je vous donne dans l'exposé des motifs de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il est dit quoi? Dans cette perspective, la présente révision concerne les 8 articles ci-après et on les énumère. Mais est-ce que lorsqu'on est allé faire cette révision, on a tenu compte de la procédure, des critères qu'il faut remplir? Moi, je n'appelle pas cette révision, ce qu'ils avaient fait là, la révision. Il y a eu une modification. Ils ont décidé comme ça, comme ils avaient le pouvoir, comme ils pouvaient marcher sur tout ce qu'ils voulaient. Donc, en 2011, ils ont modifié la Constitution. Or, dans la révision, on se dirige beaucoup plus vers les souverains primaires. Par ce qu'on appelle là, le référendum. Et le référendum, on ne passe pas trop souvent par les élus ou les représentants du peuple. Oui. Souvent, on consulte le peuple. Voilà pourquoi, lors des référendums passés, il y avait seulement 2 demandes. Oui ou non pour le changement ou la révision de la Constitution. Donc, s'il faut passer aussi et respecter l'article 218 de la Constitution, donc vous trouverez que lorsque nous arrivons à l'article 219, on dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence. » Donc voilà, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont empêchés de se réunir librement. Est-ce que lorsqu'on a fait toutes ces choses-là,
On était dans l'état de siège. Puisque vous Mais voulez... Vous avez dit quelque chose d'important. Aucune révision ne peut intervenir. Vous voulez parler de l'état de siège, vous voulez parler de l'état de guerre. Mais moi, je vais vous retourner la question. Est-ce que l'état de guerre ou l'état de siège où vous avez voulu vous accrocher, elle est totale, ça ne concerne que quelques parties, des provinces du pays. Oui, mais c'est des provinces, il y a quand même des milliers de morts. L'état de siège ou l'état de guerre n'est pas total. Et les constituants n'ont pas demandé que ça soit lorsqu'il y a un état de siège partiel. C'est lorsque l'État dans son ensemble ou le pays est sous l'état de siège. Mais vous avez consommé 5 ans. Pourquoi vous remettez encore ces sujets sur les tapis? Vous avez consommé 5 ans passés et 2 ans, je crois qu'il vous reste 3 ans seulement. Madame Marlène, lorsque je lis certaines dispositions de la Constitution, notamment les articles 222, qui continuent à nous parler de les institutions de la transition restent en fonction et jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution. Est-ce que nous sommes encore pendant la période de la transition? Non. Cet article doit être élagué. Lorsque je prends l'article 223, en attendant l'installation de la Cour constitutionnelle du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Est-ce que la Cour constitutionnelle existe? La Cour suprême existe encore? Non. La Cour constitutionnelle a été éclatée en 3. Nous avons eu la Cour constitutionnelle, nous avons eu la Cour constitutionnelle qui est bien entendu les juges constitutionnels du chef de l'État et du Premier ministre, nous avons eu le Conseil d'État qui s'occupe des questions administratives et nous avons la Cour de cassation qui est la juridiction de droit commun. Vous comprenez? Donc, des dispositions comme ça n'ont plus encore besoin de continuer à exister dans notre Constitution. Pourquoi maintenant? Parce que la Cour suprême a déjà été envoyée au calendrier grec et la Cour de sûreté de l'État dissoute dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Ça a été déjà fait. Donc la Constitution l'avait déjà dissous. L'article 226, une loi de programmation détermine... je préfère me limiter par là ou peut-être encore prendre l'article 228 sans préjudice des dispositions de l'article 222 alinéa 1, la présente constitution de la constitution de transition du 4 avril 2003 est abrogée. Est-ce qu'on en a besoin maintenant? On n'a pas besoin. Donc là, par exemple, là des articles qu'il faut revoir. Là, moi, je vous parle qu'il ne faut même pas réviser, mais qu'il faut carrément élaguer ou les reformuler autrement. Là, c'est moi, dans mes recherches, qui vous donne ces dispositions-ci. Mais il y a aussi certains constitutionnalistes ou certains juristes qui ont aussi une connaissance à un niveau donné, qui peuvent aussi défiler sur votre plateau pour vous faire voir qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres. Ici, j'en ai évoqué seulement quelques-unes parmi tant d'autres. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Votre question, c'est tout. Vous avez consommé 5 ans. Oui. Vous avez consommé 2 ans. Oui. Mais pourquoi vous remettez encore ces débats sur le tapis, finalement? Dès lors que l'article 69 de la Constitution donne le plein pouvoir au président de la République pour gérer la République. Il est le garant de l'unité nationale. Vous comprenez? Donc je ne vois pas je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Est-ce qu'il fallait qu'on le fasse le matin? Est-ce qu'il fallait qu'on le fasse à midi, ou bien qu'on le fasse le soir? Non. Le président de la République, son mandat est encore en train de courir. Donc il n'est pas encore en retard de le faire. S'il a résolu, il n'a pas encore dit, je l'ai dit, il n'a pas encore dit. Ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. J'ai dit, écoutez, même la disposition qui verrouille les dispositions intangibles de la Constitution, elle-même n'est pas verrouillée. Vous comprenez? Cette disposition qui se trouve dans la Constitution, qui verrouille certains articles de la Constitution, cette disposition elle-même n'est pas verrouillée. Elle peut subir les modifications pour déverrouiller les dispositions intangibles, si vous voulez bien. Donc ça veut dire tout simplement que le président de la République n'est ni en retard, ni dans la précocité de ce qu'il fait. Le jour où l'initiative venant de lui sera déclarée officiellement, tous nous le saurons. Moi, je ne vais pas aujourd'hui accorder le suffrage aux pensées
de notre secrétaire général, qui est de surcroît un député national, qui sait au moins qu'à un certain moment, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment il faudrait-il le dire. Mais donc, nous évoquons... ici, je ne parle pas seulement en tant que membre de l'IDPS, parce que l'IDPS ne m'a pas mandaté. Je parle d'abord en tant qu'avocat, en tant que quelqu'un qui présente ses analyses politiques et quelqu'un qui fait la lecture. Je vais appeler ici une lecture objective de la Constitution de notre pays. Nous évoquons la révision de la Constitution, mais on oublie carrément le problème crucial qui traverse la population. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la guerre à l'Est. Il y a également cette crise économique que nous traversons, les dollars qui grimpent. Il y a aussi beaucoup de problèmes concernant les éboulements. Il y a un naufrage, à Kivu et tout cela. Mais vous tenez à ce que... Vous tenez, dirais-je, de réviser la Constitution. Merci beaucoup. Vous savez, ce qu'est la Bible pour les chrétiens, c'est ce qu'est la Constitution pour un État qui se veut sur rien. C'est un vade, mais comme si vous voulez bien, un canevas. C'est comme ce qu'on appelle boussole pour un avion. Aujourd'hui, c'est les GPS. À l'époque, c'était le boussole ou la boussole, si vous voulez bien, pour les avions à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons cet appareil qu'on appelle GPS. Donc, cet appareil, vous pouvez même programmer le vol automatique d'un avion. Et le pilote n'aura qu'à manœuvrer lorsque l'avion commence à atterrir. Il sait comment freiner et faire autre chose. Il peut programmer d'un point de son décollage au point de son atterrissage. C'est ce qu'est la Constitution pour nous. Puisque chaque fois, il nous est toujours dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et cette loi-là constitue ce qu'on appelle des garde-fous. Vous comprenez? Dans chaque domaine, domaine économique, domaine social, domaine culturel, domaine sécuritaire, domaine politique, la Constitution donc renferme en elle le tout. Donc, il sert de guide pour tous ces domaines-là, même ceux que je n'ai pas encore cités. Et lorsque certaines dispositions de la Constitution ne cadrent pas ou ne cadrent plus avec la marche de ces secteurs précités ou bien de ces domaines-là précités, à un certain moment, il faut faire appel à ce qu'on appelle la révision constitutionnelle pour avoir un soubassement, pouvoir permettre aux acteurs du 10 secteurs de pouvoir être compétitifs, si vous voulez bien être à la hauteur des tâches qui leur sont dévolues ou bien qui leur sont reconnues. Puisque quiconque agit en conflit ou bien contrairement aux dispositions qui sont contenues dans la présente Constitution, on dit que cette personne a violé la Constitution. Ce n'est pas un bouc émissaire, quand même. Madame Marlène, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par bouc émissaire, mais je crois avoir répondu suffisamment à vos questions. Pourquoi? À votre question quant à c'est. Pourquoi même les États-Unis ou la France, qui sont le pays ou les États de la vieille démocratie, je pense que la France, si ce n'est pas les États-Unis, depuis leur création, l'une ou l'autre, a subi une 17e... Donc, ils sont plutôt à leur 17e modification, si vous voulez bien, changement de constitution. Ça veut dire que toute œuvre humaine n'est pas totalement parfaite. Elle est toujours remplie des imperfections. Et lorsque vous avez pris une décision pour vos enfants, par exemple à la maison, que chez moi, les enfants ne peuvent rentrer qu'à 18 heures. Là, c'est parce que les enfants sont encore sous votre toit ou bien ils ont un certain âge. Mais lorsque les enfants ont atteint un certain âge, ils ont quitté votre toit. Est-ce que cela fait de moins vos enfants? Ils sont toujours vos enfants. Mais cette loi-là que vous avez mise ne s'appliquera plus à eux parce que les périodes ont changé. Ils étaient enfants, aujourd'hui sont des responsables qui sont chez eux. Tu ne viendras pas les imposer et ta règle est là. Donc rien à voir avec un bouc émissaire qui justifie l'échec de votre régime. Je le répète comme je l'avais dit au début, lorsque certaines dispositions de la Constitution deviennent désuètes, il y a la possibilité de pouvoir le reviser. D'accord.
19e sommet de la francophonie. On a tous suivi les discours du président français qui a omis carrément ce qui se passe à l'est du pays. Votre lecture ou votre point de vue? Effectivement, ce que vous appelez omission, moi je n'appelle pas ça omission. Et vous appelez ça fait à comment? dessein. C'est fait à dessein. C'est là où moi je loue la sagesse et l'intelligence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix c'est un jusqu'au boutiste. Ce qui veut dire? Ça veut dire que vous faites votre malice, vous voulez faire jouer ce qu'on appelle les jeux de cache-cache. Mais il vous amène jusqu'au bout pour que votre malice soit connue à la place publique, que tout le monde puisse comprendre que ce monsieur n'était qu'un menteur. Le même Macron, qui est le président de la France, et qui sont aujourd'hui les géniteurs de la langue française, et qui aujourd'hui, cette langue, ou les locuteurs de cette langue, sont organisés, donc sont regroupés dans une organisation qu'on appelle l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, dont nous sommes membres. Et le président Macron vous dit que l'OIF prône la paix pour les États membres. Mais lorsqu'il monte, alors que c'est lui l'invitation lancée au président Félix-Antoine Tshisekedi, notre chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, c'est Macron qui a lancé cette invitation-là. Et par respect, notre président, le chef de l'État, s'est déplacé. Mais lorsque Macron fait exprès d'oublier les conflits qui sont en République démocratique du Congo, pas l'un, mais le plus grand État francophone, la plus grande nation francophone dans l'organisation de l'OIF, vous comprenez? Il fait exprès d'oublier les conflits, de passer incognito les conflits qui sont en République démocratique du Congo et surtout l'invasion de l'armée rwandaise qui est sous la domination ou sous la direction de ces dictateurs de mauvais goût qui est Kagame. Non, vous n'allez pas dire que c'est comme ça que le président de la République, après cette intervention de le président français Macron, il y a eu une sorte de tête-à-tête, un tête-à-tête entre le président de la République qui a dit au président français que je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Mais bien que ces derniers, son souci, c'était d'abord de créer un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Kagame, et la réponse du président de la République suite à son comportement, le président de la République démocratique du Congo, a été sans équivoque, c'était le non, la fin de non-recevoir. Et c'est ce qui a fait même que le soir même de cette rencontre, il devait y avoir un dîner, une rencontre, un agapé si vous voulez bien. Macron ne sachant pas que lorsque le président Félix était en train de quitter... Une réunion à huis clos. Oui, était en train de quitter son bureau. La destination, c'était l'aéroport CDG, donc Roissy-Charles de Gaulle. Donc, il a Mais nous connaissons l'intention de Français, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Oui, le président a pris son avion. Malheureusement, le soir, ou si vous voulez bien, la France, depuis qu'elle existe comme France, elle n'a jamais connu un président instable comme Macron. Le soir, lors de l'agapé, Macron vient aborder cette question où il reconnaît qu'il y a l'agression, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a la présence des militaires RDF du Rwanda qui soutiennent le M23. Je l'ai dit tantôt, nous connaissons les intentions de Français, mais pourquoi on continue à s'attacher toujours à eux? Les présidents pouvaient carrément, ce qu'il dit, hein, les Congolais, hein, les présidents pourraient carrément refuser l'invitation aussi. Madame Marlène, je reviens ici pour vous dire que ce qui nous tue, nous les Congolais, c'est ce comportement-là de ce qu'on appelle faire des histoires à la va-vite. Je vais vous donner, depuis que le Congo est Congo, tous ceux qui ont cherché à aller trop vite se sont vite cassés la gueule. Donc ils ont été anéantis. Lorsque nous voyons le président Kasavubu, dans certaines décisions, ça n'a pas plu aux autres, il a été... Vous savez ce qui lui est arrivé. Mais je voulais ici prendre des cas, notamment celui de Lumumba. Lorsque le roi belge
était venu ici, le roi Baudouin, si vous voulez bien, dans le protocole, il n'était pas prévu que Lumumba devrait prendre la parole. Mais lorsque Lumumba prend la parole, il fait ses déclarations, que moi je ne condamne pas, c'était de bonnes déclarations. Vous comprenez? Son idée en soi n'était pas mauvaise, mais le moment n'était pas encore propice, puisque l'administration du Congo était encore entre les mains des Belges. Les services de sécurité ici au Congo étaient encore entre les mains des Belges. Et c'est ce jour-là, lorsqu'il a pris la parole, tout ce qu'il avait déclaré, c'est ce jour-là que Lumumba avait signé son arrêt de mort. Vous comprenez? Nous quittons là-bas. Lorsque l'AFDEL était en train de venir, les chefs de l'AFDEL, ce n'était pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était Ngandou Kisase. Mais Ngandou Kisase qui est parmi les gens qui avaient signé les accords de l'Émirat, au nom et pour le compte de l'AFDEL, qui n'était même pas une structure de l'État, un fait privé, si vous voulez bien, un mouvement insurrectionnel. Mais lorsque Ngandou Kissa se constate à partir, je crois, quand ils ont pris Kisangani, ils ont commencé à descendre, ils ont vu, il a constaté les abus, si vous voulez bien, des Rwandais, des Burundais et des Ougandais. Au lieu de fermer sa bouche, il a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'était convenu. Ça lui a coûté la vie. Les Rwandais et les Ougandais se sont dit, nous sommes encore ici, il fait ça. C'est que quand on va arriver là-bas à Kinshasa, il va nous compliquer. On l'a tué. On a pris un porte-parole du mouvement, qui était Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'on a nommé. Il a pris les choses en main. Mais lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa, au lieu d'organiser d'abord l'armée, les services de sécurité, ou les services de défense de notre pays, puisque cette sécurité n'allait pas seulement sécuriser le pays en tant que un tout, mais ça allait aussi sécuriser lui-même le président de la République. Il avait encore le Rwandais avec lui. Il a commencé des menaces. Il a commencé à raconter des histoires et tout ça. Quand ces gens ont vu que non, ce monsieur risque de devenir un danger pour moi, ils ont organisé sa mort. Vous comprenez? Et Félix Antoine Tshisekedi arrive aux affaires. Il trouve qu'il y avait un certain Kabila Kabange Joseph, qui a fait 18 ans au pouvoir. Il avait l'armée sous son pouvoir, la police, les services de sécurité, l'économie et tout. Vous croyez que Félix devait faire les choses à la va-vite? Il devrait aller mollo, mollo. C'est comme ça que vous avez entendu parler de déboulonnement. Lorsque le déboulonnement était prononcé par le président de la République, là où il était, beaucoup de gens s'en sont manqués. Donc, beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais petit à petit, le déboulonnement s'est réalisé et Kabila et les siens ont été mis hors d'état de nuire. Mais là, par exemple, là je parle de Kabila, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan sécuritaire, il est en train de mettre l'hégémonie rwandais, ou l'emprise qu'avait Kagame sur la République démocratique du Congo, il est en train de les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Parce que sous Kabila, Kabila n'était que comment on l'appelait encore? On l'appelait secrétaire général, hein? Non, commissaire général. Mais le vrai président de la République démocratique du Congo à l'époque, c'était Kagame. Chose qu'il n'a pas pu obtenir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi tout ce que vous constatez, cette agitation-là, parce que le président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit à Kagame que nous ne sommes pas une préfecture du Rwanda et nous ne sommes pas tes sujets que tu es appelé à diriger comme tu fais. Néanmoins, vous ne trouvez pas que l'urgence de réqualifier la stratégie diplomatique en RDC s'impose, qui doit s'imposer? C'est ce que le président de la République est en train de faire. La réqualification des stratégies diplomatiques sont déjà lancées. Mais de nos jours, ne pensez pas qu'on va continuer à rester seulement là en train de vous expliquer diplomatie, diplomatie. Il y a des choses que nous sommes en train de faire pour aujourd'hui amener le Rwanda à comprendre qu'il n'y a qu'un seul langage que toi tu comprends, c'est le langage de la force, ou si vous voulez bien, des armes. Le langage de la guerre. Oui. Mais pourquoi on n'y va pas en guerre? Vous allez constater qu'aujourd'hui, les FARDC, nos forces de sécurité et de défense, sont en train de récupérer des localités. À moins que moi je vive dans les stratosphères, ou bien que vous vivez dans les ionosphères.
C'est des questions posées par des Congolais. Oui, oui, Répondons mais aux que les Congolais s'informent. Puisque les Congolais n'aiment pas s'informer, les Congolais aiment tomber dans ce qu'on appelle la doxa. La doxa qui veut dire tout simplement une façon d'accepter les choses communément. Hein? Communément acceptées, donc communément acceptées comme allant de soi. Par exemple, je peux vous dire, lorsque les Congolais disent politicien, toi aussi tu peux te lever comme ça, comme un quidam, comme tout le monde, comme un monsieur tout le monde, politicien. Donc vous entrez dans des opinions communément acceptées, allant de soi et acceptées par tout le monde. Vous comprenez? Donc nous ne devons pas voir les choses de cette façon. Le président de la République est en train de travailler. Il y a des stratégies militaires qui sont mises en place et qui continuent à être renforcées pour que nous puissions parvenir... Combien de territoires déjà récupérés, Maître Manaï? Je suis en train de parler en termes de localité. Non seulement que je vous dis cela, mais d'une manière globale, je vais vous dire tout simplement que je dis que c'est beaucoup et on continue encore les FARDC et toutes les forces. Donc ça veut dire que les M23 ont eu quand même à récupérer combien de localités dans notre pays? Plusieurs. Et on récupère combien déjà? Ils avaient par exemple, ils avaient les territoires, des parties, si vous voulez bien, des parties, par exemple, dans les Niragongo, dans les Massissi, déjà récupérés, dans les Rutshuru, il y a beaucoup de localités qui sont déjà récupérées. Massissi récupéré? Oui, donc Massissi, on est en train de continuer pour récupérer tous les Massissi. Mais l'emprise qu'avait le M23 sur les territoires tels que les Niragongo, le Massissi, et ils étaient aussi à Lubero ou Butembo et tout ça là. Aujourd'hui, ils sont en train de reculer pour la raison. Vous avez vu combien des M23 qui viennent se rendre aujourd'hui à l'armée congolaise, puisqu'ils ont découvert que malgré, au-delà des mensonges que les autres leur avaient vendus, puisque la majorité des M23 aujourd'hui ne sont pas forcément des Rwandais. Je ne dis pas ne sont pas forcément des Rwandais, mais l'armée rwandaise est chez nous. Vous comprenez? Ce sont des jeunes gens qu'on va recruter par-ci, par-là, au sud, Kivu au nord, Kivu qu'on amène, à qui on promet beaucoup de choses, mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain, la réalité est contraire. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui se rendent à nos forces de sécurité et de défense. À Kambunagana, c'est la question que vous allez me répondre après. Alors, on va parler des dialogues de l'opposition. L'opposition aujourd'hui, via Martin Fayulu, demande à ce que l'opposition et la majorité puissent s'asseoir autour d'une table justement pour parler de la crise à l'est du pays. Je ne vois pas par quel mécanisme l'opposition viendra parler. C'est des fils dignes de ces pays aussi. Non. Viendra parler, va s'asseoir avec la majorité. S'ils ont des propositions à faire, s'ils ont besoin de rencontrer le président de la République, qu'ils aillent. Martin Fayulu, le président de la République, ne lui a pas fermé la porte. S'il trouve qu'il peut aller, et il faille encore qu'il accepte, qu'il reconnaisse qu'effectivement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections de 2023 et qu'en tant que tel, il est le président élu, il est le président légitime et qu'il doit le reconnaître comme son chef de l'État. Ne pas le reconnaître, ça sera purement ce qu'on appelle des gangstérisme politique. Alors on n'a pas besoin des gangs, on n'a pas besoin des bandits politiques, on a besoin des gens qui respectent. Là, c'est comme si vous voulez nous demander d'aller dialoguer avec l'opposition, la soi-disant opposition armée, alors qu'il n'y a pas d'opposition armée. Nous savons tous qui est les patrons de l'AFC que dirige Nanga. Nous le savons tous. Ah, le président l'a dit. Hein. Oui, il l'a dit. C'est Joseph Kabila Kabange. Mais donc vous voulez qu'aujourd'hui, hein. Le FCC n'est pas d'accord avec ne vous en faites pas. Est-ce que FCC peut accepter? Voyez un peu dans l'AFP. C'est quoi? On appelle cette histoire-là quoi? AFC. Alliance du fleuve Congo. Oui. La majorité des jeunes qui vont là-bas ce sont les ténors, la jeunesse du PPRD. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faudrait que Martin Fayulu accepte d'abord que
qu'il aille voir le la président de la République et qu'il fasse la proposition. Et c'est le président de la République qui va juger de l'opportunité de ce dialogue. Et ce dialogue va porter sur quoi exactement? Qu'ils ne viennent pas nous dire que non, nous... Puisque le souci, c'est quoi? C'est d'aller dialoguer, ensuite demander le partage de postes. Donc c'est ça la démarche. Oui, c'est ça la démarche. Et ils ne l'auront pas. La seule façon d'arriver ou de gérer ou d'accéder au pouvoir, c'est par la voie des élections. Et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a encore un mandat qui est en train de courir. Les propositions de l'opposition sont la bienvenue. Aussi sont les bienvenus. Et surtout du moment où lui-même l'air avait tendu. Oui, mais pas que Martin Fayoulou se lève comme ça, monte proprio, il veut se faire passer pour un géniteur ou l'initiateur d'un dialogue. Ce dialogue, c'est pour parler de quoi? C'est ça le problème. Nous voulons connaître les termes même de ce dialogue-là, c'est quoi? Donc, Martin Fayoulou, puisque avant c'était le dialogue, mais là il revient, il est encore aux États-Unis, je crois peut-être qu'il est déjà de retour. Il commence à vociférer partout. Pas question de changement de la Constitution. Il a vu qu'on a parlé du changement de la Constitution. La Constitution ne sera pas changée, mais la Constitution, si besoin il y a, conformément aux dispositions de l'article, des articles 218 et suivants, si vous voulez bien, la Constitution pourra connaître des modifications si les personnes citées qui en ont le pouvoir ou qui en ont la responsabilité selon le prescrit de l'article 218 décident, prennent l'initiative, ils vont le faire. Ce n'est pas Martin Fayoulou qui viendra les arrêter. Donc Martin Fayoulou peut vociférer, peut pérorer comme il veut, il ne fera rien, puisque si lui tente d'aller à l'encontre de cela et si l'initiative est lancée, c'est lui qui va tomber sous le coup de la violation même des dispositions pertinentes de la loi fondamentale, si vous voulez bien, de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Bamanaï Diké. Merci d'avoir répondu à notre invitation, fidèles téléspectateurs des BMT Télévision. Cette émission est terminée. Je reçu sur ces plateaux Maître Bamanaï Diké, qui est membre de l'UDPS. Merci infiniment et nous avons parlé de la révision de la Constitution. On a quand même dit un mot par rapport au 19e sommet de la francophonie. On se retrouve prochainement à un nouveau numéro. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de commenter, n'oubliez surtout pas de vous abonner et surtout de nous dire un petit mot. Au revoir.